Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct vous retrouve ce mardi matin avec Halim Faidi, architecte, urbaniste, scénographe, prix national d'architecture et prix du président de la République en 2012, une personnalité de l'architecture en Algérie. Halim Faidi, merci d'être avec nous sur Radio M. Merci à vous de nous inviter. Alors, nous changeons complètement de thématique aujourd'hui. On a beaucoup parlé avec Hassan Haddouche, qui nous accompagne comme d'habitude, et en particulier sur cette thématique. Bonjour. Qu'il adore. Nous changeons complètement de thématique. Nous passons des problèmes financiers, des problèmes de l'Algérie, de la conjoncture financière de ces derniers mois, à des questions qui peut-être vont nous aérer l'esprit. La ville, l'urbanisme, l'architecture, le vivre ensemble, des sujets sur lesquels Halim Faidi a développé beaucoup de réflexions, il a beaucoup de choses à dire, il le restitue à travers ses œuvres et nous allons pouvoir développer ces thématiques-là avec lui ce matin. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Halim, c'est est-ce qu'on a raté quelque chose dans les belles années Bouteflika où il y avait beaucoup d'argent qu'on aurait pu faire autrement ? Alors, moi, j'ai envie de dire un petit peu comme tout. On a réussi des choses, on a raté d'autres choses. Parce que sur ces sujets que sont les sujets de la ville, de l'urbanisme, du développement urbain, ce sont des sujets qui sont éminemment complexes. Détrompez-vous, c'est une véritable question économique que vous me posez en disant est-ce qu'on a raté, est-ce qu'on a réussi ? Est-ce qu'on a réellement réussi à créer de la richesse, à répondre aux besoins des gens, à comprendre que les gens ont des besoins, même s'ils n'ont pas d'exigences encore. Mais cette question du développement, d'abord, elle est économique parce qu'on sait très bien, il y a un adage qui dit que quand le bâtiment va, tout va. Moi, j'ai envie de dire quand le bâtiment ne va pas, rien ne peut aller. Elle est éminemment politique parce que la question de l'urbanisme, elle nous transporte dans un sujet qu'on évoque très très rarement à force d'additionner un peu les choses, qui est la question du projet de société. La ville, c'est un contenant. Le vivant, les hommes, les bêtes, le végétal, la flore, etc., sont ces espèces de vivant qui est à l'intérieur, et puis les deux sont extrêmement liés. Si vous développez l'un, si vous ne cherchez pas à développer l'un, vous ne pouvez pas développer l'autre. On s'est beaucoup intéressé aux infrastructures, on ne s'est pas assez intéressé à l'homme. Mais il y a probablement des raisons conjoncturelles à ça. Est-ce que ce n'est pas déjà un biais que de dire les Algériens n'ont pas encore d'exigences et qu'ils ont surtout des besoins ? Est-ce que ce n'est pas déjà un peu le socle d'idées qui a fondé les programmes de logement massif, la façon d'essayer de rattraper au niveau des infrastructures ? Est-ce qu'on a oublié la qualité ? On a oublié les gens. Et bien évidemment, on oublie les gens, on oublie la qualité. Alors, je veux juste très très rapidement faire 5 décennies. Je veux dire, l'indépendance, les années 60, on est dans la construction d'un État. Les années 70, on est dans la construction des grandes infrastructures publiques. On a eu des années 70 avec une espèce d'ingénierie, une espèce de méthode, une espèce de structuration. Je pense à des sociétés comme la DNC, par exemple, etc. Je pense à des organes comme le Comedor, qui était là pour gérer le développement d'Alger, le Comedor étant placé près de la présidence de la République. Donc c'est des sujets qui sont vraiment pris au niveau stratégique, j'allais dire. Ensuite, on a les années 80, qui sont des espèces d'années de passage à une économie de marché dans laquelle on y a laissé beaucoup la méthode, en fait, en explosant ces espèces de grandes entreprises qui étaient dans la conjoncture des années 70, tout à fait en accord avec, j'allais dire, les éléments, avec le développement du monde. On était vraiment en phase et en accord avec le développement du monde. Donc les années 80, on casse toutes ces infrastructures, on perd la méthode. Les années 90, nous menons quand même une des plus grandes guerres au monde contre le terrorisme et l'obscurantisme, et on la gagne. Finalement, dans les faits, on va finir par la gagner. Dans la forme, après, dans le fond, on peut rediscuter encore de la société, de ce qu'elle est devenue. Les années 2000 sont les années de la reconstruction d'un État. Après, le modèle qui est pris, il est le modèle dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Moi,
moi, j'ai envie d'en faire le bilan, mais d'accepter tout ce qui est passé, de me dire comment maintenant on va évoluer devant. Les années 2010, pour moi, sont les années véritablement charnières. Donc c'est là qu'il faut reprendre le fil rompu de l'approche stratégique et souveraine. Ah, complètement. Et on ne peut pas revenir au même modèle que les années 70. Par contre, si on ne refonde pas sur ces bases-là, on risque de perdre totalement la mémoire. Et on est dans une espèce de perte de mémoire. Nous savions faire des choses dans les années 70 que nous ne savons plus faire aujourd'hui. Et dans les années 70, nous avions bâti un appareil qui était basé sur la fabrication d'un Algérien qui sait produire sa propre autonomie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'acheter notre autonomie. Ça veut dire qu'on est en train de devenir de plus en plus dépendant des crédits et des programmes internationaux qui vont venir s'installer. Alors, peut-être que c'est tout bêtement la faute à un modèle économique qui veut que lorsque le ministère des Finances développe un programme de logement, il va faire en sorte que ce soit le mieux disant, que ce soit celui qui livre le plus vite, parce qu'il y a une exigence de délai lié beaucoup à la période Bouteflika. C'est Bouteflika qui a mis le rythme. Par exemple, pour l'autoroute Est-Ouest, on a pris les Chinois apparemment, surtout parce que ce sont ceux qui étaient le plus prêts à livrer rapidement. Et pas seulement pour des raisons de coût. Est-ce que ce n'est pas ces contraintes-là qui ont fait qu'on a oublié les gens ? C'est beaucoup ce que tu dis, mais c'est, je crois, encore plus complexe que ça. Moi, j'essaie encore de remonter. La question du logement, elle est pratiquement la même depuis 1967. On a le même déficit, entre 1 million et 1,2 million. C'est une espèce de chiffre maudit. Tous les 10 ans, on refait le bilan. Il nous manque entre 1 million et 1,2 million logements. Alors, c'est une espèce de poisson qui se mord la queue. On ne peut pas résoudre un problème de l'intérieur. Il faut sortir du problème. Il faut être, pour les matheux, il faut être un peu non euclidien. Il ne faut pas rester dans un système fermé qui va faire qu'on va produire du logement, il va y avoir encore de la demande et on va produire du logement. Et la question qui se pose, c'est que c'est l'État qui est en train de faire le rôle du constructeur. Et donc, il perd son rôle de régulateur. Et il perd son rôle de visionnaire. Quand vous êtes à l'intérieur du problème, vous ne pouvez pas décider pour le problème. Et surtout, vous êtes un peu impuni. C'est-à-dire que vous avez presque le droit de faire des erreurs. Alors, après, ça vient de très loin. Ça veut dire que le modèle d'habitat que nous avons aujourd'hui, son fondement, il naît au ministère des Finances, qui va cadrer et définir les prix. Ces prix ne sont pas définis sur la base d'une expertise une expertise non publique qui a produit de la qualité. Ça veut dire que le taquet est très bas. Quand les budgets arrivent ensuite au ministère de l'Habitat, vous allez avoir les budgets sont tellement bas qu'il n'y a que il y a des modèles spécifiques qui vont venir cadrer. Après, évidemment, vous pouvez avoir une entreprise de nationalité chinoise, publique, qui va arriver avec un programme. Voilà, on parle de 50 milliards de dollars de prêts chinois pour l'Algérie, mais ce n'est pas un chèque qui est fait à l'Algérie en disant « Tiens, maintenant, fabrique ton propre modèle social, économique, etc. » C'est 50 milliards de dollars de programmes à prendre ou à laisser. Mais ces programmes-là rentrent parfaitement dans les gabarits qui sont définis par le ministère des Finances. Donc, quand ça arrive à l'habitat, il y a un modèle. Après, c'est très compliqué. Et ce modèle, est-ce qu'on peut dire de ce modèle qui est un modèle qui a fait de l'éviction de l'ingénierie algérienne qui a évincé. Il a complètement évincé, mais ça a commencé dans les années 80. Cette éviction a commencé quand on a cassé les grandes entreprises publiques, quand on a cassé les grands bureaux d'ingénierie, quand on a cassé les partenariats également avec certains pays qui, à l'époque, étaient, on va dire, des pays amis. On a perdu toute une ingénierie qui nous venait des pays de l'Est, qui était extrêmement performante, et puis terriblement adaptée à des pays en développement. Ah, c'est bizarre, mais quand tu as parlé de ce partenariat, j'ai pensé à Dragados et Bouygues. C'est pas ces pays-là que tu pensais? Eh ben non, absolument pas. Moi, je pensais vraiment au travail qui a été fait avec des Yougoslaves, des Roumains, des Est-Allemands à l'époque, et qui ont... c'était vraiment les coopérants qui nous ont fabriqué un véritable tissu d'ingénierie. Avant, les bureaux d'études publiques ne faisaient que de l'ingénierie. L'urbanisme et l'architecture étaient confiés à des privés parce qu'on considère que c'est des métiers transversaux, des métiers de création et qu'ils réclament de la liberté. Vous ne pouvez pas avoir un patron au-dessus de vous qui vous dit comment créer. La création, c'est un sujet un petit peu particulier. Après, quand on perd ce niveau de méthode et ce niveau de structuration, on revient à des solutions qui sont des solutions qui relèvent plus de l'arithmétique que de l'algèbre. Ça veut dire qu'on va additionner des programmes les uns à côté des autres sans avoir de vision transversale. En fait, qu'est-ce qui va manquer ?
tout est là, réellement tout est là. C'est pour ça que moi je reste optimiste et je me dis un jour une bascule va se faire. Qu'est-ce qui va manquer ? Il va manquer d'abord une relation verticale entre le politique et le technicien qui crée et qui fait. C'est-à-dire que plus la courroie de transmission entre le politique et le technicien est courte, et plus les choses ont la chance de se faire et vite. Donc cette relation déjà, elle n'existe pas. Ensuite, il manque une relation transversale entre les secteurs publics qui sont en train d'hériter de tout le programme de développement en mettant juste à côté le privé. J'ai juste envie de dire qu'il y a un engrenage en haut, un engrenage en bas, il manque une courroie de transmission pour faire tourner l'appareil. On va essayer de comprendre comment ça peut se faire dans un moment, mais auparavant, moi je veux m'arrêter une seconde, Hassan, si tu permets, sur cet optimisme. Est-ce que quand même, pour une partie de la production de la ville, c'est déjà raté, parce qu'il y a quand même une extension des villes qui n'est pas pensée. C'est pas Halim Faidi qui va me contredire là-dessus, qui n'est pas pensé. On a un amassement de nouvelles cités dans les abords des grandes villes. On peut voir Alger, mais c'est vrai pour les autres grandes villes d'Algérie. Et ça, au niveau de la production du vivre ensemble, de la production du modèle de société de demain, il y a quelque chose, on a du mal à penser que c'est encore rattrapable. D'abord, effectivement, ce n'est pas le bon modèle. D'abord, ce n'est pas le bon modèle pour notre société, pour notre culture. Y compris quand, il y a 15 ans déjà, on a commencé à dessiner des villes au ministère qui était chargé de l'aménagement du territoire et de la ville. On a confié à dessiner nos villes à des cabinets coréens, des cabinets libanais, à des cabinets chinois, comme si on ne se faisait pas confiance. Or, déjà, la notion de dessiner une ville nouvelle, je pense que on grille une étape. On a peur de dessiner des quartiers. Simplement des quartiers autour d'Alger. Si on faisait des quartiers de 20 000 habitants, mais des choses qui nous ressemblent, des choses qui soient un reflet de notre façon de vivre, de notre culture. Je suis désolé, mais c'est comme ça quand vous faites un immeuble, quand l'Aïd arrive, il faut trouver un endroit où égorger le mouton parce que ça fait partie de la tradition, du rite, etc. C'est vrai que c'est micro ce que je suis en train de dire, mais multipliez ça par 1 millier de rites et vous allez voir que c'est extrêmement complexe. Ensuite, la deuxième chose, en ne faisant pas participer les collectivités locales, le privé, dans l'édification de notre environnement, qui est un environnement partagé, on a du mal à créer de la richesse. Et tant que vous n'avez pas transpiré pour quelque chose, vous ne la respectez pas. Si bien que vous allez voir que tous nos espaces extérieurs sont abandonnés. Vous savez pourquoi ils sont abandonnés ? Parce que les gens considèrent qu'ils ne leur appartiennent pas. Parce qu'ils n'ont pas mouillé la chemise dedans, ils n'ont pas planté de graines dedans. Ça devient presque une espèce de droit. Alors, l'histoire du droit au logement, moi je suis d'accord, mais le droit à la propriété, c'est quelque chose qui me fait mal. Parce que moi, je travaille toute ma vie et pour acheter mon logement, je mets 15 ans pour acheter mon logement, je mets 10 ans pour acheter ma voiture, et puis voilà, je vis dans une société moderne, c'est-à-dire également avec des crédits et puis avec du travail sur du long terme. Penser que la propriété est un droit, ça vous flingue tout le système de valeurs, le système travail, récompense, méritocratie, etc. Parce qu'après, vous mettez les gens dans des positions d'attente. Attendez, moi, je voudrais quand même qu'on revienne un petit peu sur la politique du logement. Bon, yes. Il y a des choses qui se sont passées au cours des dernières années. Je veux dire, il y a de nouvelles formules qui ont été introduites, disons, par les pouvoirs publics. On a connu une époque où on avait essentiellement du logement social participatif, etc. Oui. Bon, avec des volumes de logements relativement limités. On a dit 80-90 000 logements à peu près par an. Bon, dans la période récente, disons en gros les 10 dernières années, il y a eu une volonté d'introduire de nouveaux segments d'offres. Disons, les nouveaux segments d'offres, on a parlé, c'est des formules qui ont beaucoup de succès apparemment auprès du public. C'est l'ADL, c'est le LPP, etc. Bon. Est-ce que ces formules-là, elles vont dans le bon sens ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train d'essayer de s'éloigner de la formule du logement gratuit, à proprement parler, avec les contraintes dont vous avez parlé, c'est-à-dire des coûts, etc., et des conditions, des modèles de réalisation qui sont des modèles, trop sommaires, disons. Est-ce que ces nouvelles formules-là, c'est la direction dans laquelle il faut aller ? C'est-à-dire ADL, LPP, avec une contribution des propriétaires, avec le recours au financement bancaire, etc., avec en plus des formules de gestion, ensuite, disons, de maintenance, de gestion immobilière qui sont associées à ces formules-là. Est-ce que c'est des bonnes formules ou est-ce qu'on fait complètement fausse route ? Moi, franchement, je ne crois pas que ce soit seulement un problème de formule. Je pense que c'est l'appareil qui porte tout ça qui est un peu obsolète. Il faut changer de logiciel. Sur la table, tout est bon. Après, maintenant c'est l'urbaniste qui parle, le modèle des cités est un modèle qui est mauvais.
leurs propres inventeurs sont en train de les imploser sous nos yeux à la télévision en direct, maintenant que nous sommes parabolés et que nous sommes capables d'être en direct partout dans le monde. Donc ceux qui ont inventé ces modèles sont en train de les imploser à la dynamite, ils sont en train de les tomber pour fabriquer d'autres modèles, parce qu'on a très bien compris que depuis les années 60, ça génère jusqu'à Molenbeek aujourd'hui, et jusqu'à Vaux-en-Velin, et jusqu'à aujourd'hui, à Ouled-Fayette, vous commencez à avoir des cités, vous avez des clans qui viennent s'installer. Les gens ne sont pas adaptés à ces modèles-là. Quand on est habitué à habiter l'un à côté de l'autre, et on partage la rue. Quand on habite l'un au-dessus de l'autre, on ne partage pas l'escalier. Et puis l'espace extérieur est une espèce d'espace anonyme qui, du coup, n'appartient à personne. Donc, sur le modèle, on sait qu'on s'est trompé. Moi, je dis que la question du logement, elle se résout dans une équation ville. Il faut que vous ayez toutes les commodités autour de vous. Sinon, vous ne réussissez pas. Qu'est-ce qui s'est passé au ministère de l'Habitat depuis une vingtaine d'années ? J'ai pas envie de dire que personne n'est responsable. Et j'ai pas non plus envie de dire que tout le monde est responsable, parce que moi, je ne me sens pas responsable de ça. Ça fait plus de 10 ans que je crie, à l'instar du président de la République lui-même, qui dit qu'il faut arrêter les cités au logement. Il commence à le dire en 2006. Il va le redire en 2008. Il va le dire en 2012. Etc. Enfin, il a dit pendant tout le temps où il parlait. Oui. Ça veut dire que nous sommes conscients, et tout le monde est conscient, que ces modèles-là ne répondent pas à moyen et à long terme, et au contraire, risquent de provoquer l'inverse de l'effet escompté. Et on est en train de produire des voyous, on est en train de produire de la prostitution, on est en train de produire du trafic de drogue, et on est en train de produire de l'intégrisme. Parce que ces modèles-là ne permettent même pas à des systèmes de sécurité de se mettre en place, de quadriller des quartiers, etc. Le modèle alternatif, c'est celui qui est entre la ville 19e siècle, c'est-à-dire une ville comme Alger, une ville comme Constantine, etc., avec plusieurs centres-villes, etc. Et c'est un mix avec ce que j'aime à appeler la ville traditionnelle, c'est-à-dire, pour aller vite, la ville arabe, vraiment... Ça va très vite quand je dis ça, c'est-à-dire nos kasbahs, nos ksours, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la différence entre un espace rural et un espace urbain ? Et pourquoi nos espaces urbains sont très très mal pris en charge aujourd'hui ? Voilà. C'est que dans une ville, vous êtes sur la notion de partage. 70% de l'espace urbain est un espace de partage. Dans le monde rural, vous n'avez que 10 ou 15% d'espace qui est un espace de partage. Vous avez le bourg, pratiquement, et les servitudes qu'il y a entre les propriétés. Et la notion de propriété, elle est extrêmement puissante, on va dire. Et donc, quand vous avez des cités qui viennent s'installer autour des villes, elles ont une espèce de statut ni-ni. C'est même pas un statut intermédiaire. Alors, les sociologues aiment appeler ça les rurbains. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas la recette de l'urbanité, du partage, du s'il vous plaît, après vous n'avez pas cette civilité, vous ne pouvez pas fonctionner en ville. Il se trouve que beaucoup des gens qui, depuis les années 70, je veux dire, tiennent des appareils administratifs et des appareils de régulation et de contrôle sur les villes viennent eux-mêmes d'origine rurale. Ce qui se passe également sur les villes et qui inquiète un petit peu, c'est que cette question de l'urbanisme n'est pas déclinée à une réflexion transversale. C'est comme ça, c'est une espèce de tradition qui s'est installée, c'est le public qui fait l'urbanisme. Le public est gorgé de la surformation qu'on fait d'architectes et d'urbanistes. Si vous ne leur donnez pas de travail, ils brûlent un pneu, on les rentre dans les organismes publics, il faut donner un plan de charge, on donne un plan de charge et on finit avec des terre-pleins centraux de 2 km, comme à Babzouar, et puis pour faire demi-tour, vous êtes obligé de faire 3 km, revenir, etc. On finit dans des non-situations urbaines. On finit vraiment dans des situations où on est en train d'ajouter des programmes sur des programmes. Vous n'avez pas expliqué, c'est quoi l'alternative ? C'est-à-dire, si on fait pas des sites, si on ne construit pas de sites autour des il faut construire des morceaux de villes. Il faut construire de nouvelles villes. De nouveaux quartiers. Vous ne pouvez pas... Si vous voulez, il faut à peu près entre 20 et 30 ans pour produire une ville. 20 et 30 ans, je veux dire, vous ne pouvez pas la dessiner et décider de la construire telle qu'elle. Parce qu'en 20 ans, vous allez avoir une crise économique, une crise du pétrole, une révolution, probablement une guerre, etc., etc. Les conjonctures changent. Donc, ça veut dire que l'urbanisme est une science de la stratégie, ce n'est pas une science du dessin. Ça, on ne l'a pas suffisamment compris. Ça fait 10 ans qu'on le dise, mais je pense qu'on l'explique assez simplement. C'est véritablement une science de la stratégie. On doit être prêt à réagir de manière ad hoc à des changements qui peuvent être des changements politiques internes, qui peuvent être des changements de géopolitique globale ou des questions de guerre, de séisme, de catastrophe, etc. Est-ce qu'il y a un exemple, puisqu'on cherche avec Hassan Hadouche le modèle alternatif, est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche de ce modèle alternatif dans ce qui a été fait ces dernières années ? Un nouveau quartier, une nouvelle ville. Tout le monde dit du mal d'Ali Menjili. Moi, j'ai été dans cette ville d'Ali Menjili. J'étais surpris par le dynamisme qu'il y avait dans cette ville. Pour moi, c'est pas le ratage qu'on dit. Bon, évidemment, on peut avoir un autre
point de vue. Oui. Bab Zouar est dans le livre Photo aérienne d'Alger Oui. que tu as édité avec un photographe chez Barzak. Ouais. On voit bien que Bab Zouar, c'est vraiment le dortoir d'Alger Alors, Est qui ne peut pas fonctionner. Donc, alors, en contre-modèle, qu'est-ce qui a pu être fait Je vais vous donner, sur lequel on peut s'appuyer? je vais vous donner un modèle que je n'aime pas, mais sur le plan du principe, sur le plan de du process, je vais vous dire comment est-ce que ça peut fonctionner quand l'État reste régulateur. Mais juste avant ça, je voudrais juste signaler que la question du logement est une question qui ne concerne pas que l'Algérie. C'est une question mondiale. Celui qui arrivera à trouver la clé, lui, il va devenir milliardaire s'il dépose des droits. Hein. Mais elle est mondiale. Vous avez aujourd'hui, rien qu'en Afrique, vous avez la population urbaine qui va tripler d'ici 2025. On va passer de 400 millions de personnes qui vivent dans les villes à 1,2 milliard de personnes. Ça veut dire que vous avez 800 millions de personnes en 10 ans qui sont sur les routes en train de quitter la misère des campagnes pour aller chercher une hypothétique solution dans les villes, et finalement ils vont arriver autour des villes et ils vont rester informels. Donc ces populations informelles dans le monde, on va les avoir de plus en plus. Alors, il se trouve que pour revenir à la question de... Un exemple sur lequel on peut s'appuyer dans ce qui s'est fait. Un exemple. Bab Zouar, la wilaya d'Alger, il y a une quinzaine d'années, a décrété une zone de 70 ou 80 hectares dans laquelle elle a dit on va mettre des sièges sociaux, on va mettre des centres commerciaux, on va mettre 2-3 cliniques, des hôtels, etc. Bon. Et a dit on va mettre en place un plan simple, le plus simple possible pour démarrer. Et je crois que ça s'est très bien passé. Je parle de la GERFA, qui a pris un bureau d'études français. C'est bien, allez, si c'est de la compétence, c'est de la compétence. Ce bureau d'études va dessiner des parcelles et va créer un règlement. Dommage, vous avez une addition de bâtiments qui ont à peu près les mêmes gabarits. Il y a 2-3 gabarits simplement dans toute la zone. Les bâtiments ne se regardent pas. Moi, j'en projette quelques-uns. À la base, ce sont des sièges sociaux. On ne vous dit pas quels sont les projets en cours. Donc, on est dans une espèce de logique d'autiste. Hein, chacun est dans son petit coin, dans sa parcelle. On travaille sur des petits îlots. Sur des toutes petites parcelles, je trouve. Hein. Et vous avez des sièges sociaux. Vous avez une addition de choses. Vous n'avez pas de ville à l'intérieur de ça. Mais vous avez quelque chose de très régulé. Il se trouve que c'est à côté de l'aéroport, donc ça fonctionne parce que sièges sociaux, aéroport, on n'est pas vers un centre-ville. Mais ça veut dire que l'État, pour une fois, a dessiné un projet dans lequel il s'est arrêté à l'expression architecturale. On a défini les gabarits dans lesquels devaient rentrer les bâtiments. En dessinant ce projet, il s'autorise donc une charte et donc un appareil de régulation. Et puis l'État va percevoir des taxes sans avoir à faire grand-chose, sinon les infrastructures qui sont dues, j'allais dire, à la tâche de l'État ou aux responsabilités de l'État. Et ça... Imaginez qu'on dessine de nouveaux quartiers qui contiennent à la fois de l'habitat, du culturel, du sportif, des rues, des ruelles, des escaliers, des choses comme ça, mais qu'on travaille sur des sites de 100, 150, 200, 300 hectares. Alors, on a peur d'aller là-dedans parce que aller là-dedans, ça nécessite une structuration telle que les choses deviennent d'une transparence terrible. C'est cette transparence qui fait peur. Parce que le bâtiment est aussi générateur de systèmes qui peuvent être des systèmes soit corruptifs, soit... C'est aussi... le bâtiment sert trop l'informel parce que l'État fait trop de bâtiments et pas assez de régulation, je pense. Je pense qu'il faut aller vers de la régulation. Et la crise est une aubaine. Et on est obligé maintenant de travailler ensemble. La crise est une aubaine, on va en parler tout de suite parce que l'État aura moins de moyens, il sera moins acteur, il va moins construire, il va plus réguler. Déjà moins de moyens. Mais il y a un risque. Il y a un risque, ce sont les grands prêts, des grands programmes. Parce que si, du fait qu'on n'ait plus l'argent du pétrole, on pense qu'on peut se faire prêter de l'argent et qu'on rendra après, le problème du développement, ce n'est pas de fabriquer des infrastructures. C'est de fabriquer des hommes qui sont capables de fabriquer de la richesse et de l'infrastructure. Alors, pour qu'on comprenne bien. Et là, on n'a pas gagné. Sur les 10 dernières années, on n'a pas fabriqué une grande entreprise qui serait capable d'être à la hauteur de ce qu'était une DNC. Sur les 10 dernières années, moi, je remarque quand même quelque chose. Il y a quelque chose d'important qui a été, annoncé et mis en œuvre, au moins partiellement. C'est au moins un plan stratégique pour le développement d'Alger. Est-ce que... Quel point de vue vous avez sur ce plan stratégique ? Ça paraît quelque chose de très bien structuré, très cohérent, qui a été étudié longuement. On voit qu'il y a les différents aspects, du développement de la capitale semblent avoir été planifiés, là aussi. Alors, sur le plan stratégique, maintenant, il passe à 2035.
ça prouve quand même qu'on ne sait pas dessiner quelque chose et dire ça va être terminé à tel moment parce que les conjonctures bougent, ne serait-ce que la conjoncture économique, ne serait-ce que des projets comme la Grande Mosquée qui est arrivée sur le plan stratégique, qui s'est imposée au plan stratégique, qui n'était pas dedans au départ, etc. Alors, sur le plan stratégique, il y a 3 volets. Le premier volet, moi, qui m'intéresse, c'est qu'il a permis, pour la première fois en Algérie, de déplacer la décision vers la locale. Avant, c'était les ministères qui décidaient de tout sur l'urbanisme, etc. Avec ce plan stratégique, vous avez le Wali d'Alger qui va discuter d'égal à égal avec les ministres des différents secteurs. C'est quand même une première. On peut citer son nom, on est sur Radio 1. Le Wali qui a osé... voilà. C'est M. Haddou. C'est M. Haddou qui a... Bon, alors... l'effet pervers de ça, si vous voulez, c'est qu'il s'est enfermé dans sa bulle wilaya. Il n'est pas descendu sur les collectivités locales. Il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu l'envie, il n'a pas eu... Peut-être c'était stratégisé, je ne sais pas. Mais ce n'est pas arrivé au maire, ce n'est pas arrivé à l'échelle du trottoir. Par contre, sur l'échelle macro, durant son mandat, et Dieu sait que je n'étais pas d'accord avec le fond de ce projet parce que j'ai été finaliste avec Joan Busquets, qui est un très grand urbaniste catalan qui a fait Barcelone. Nous étions finalistes sur le concours de la baie d'Alger, nous l'avons perdu, donc je ne suis pas d'accord sur les options de fond. Moi je pense qu'il faut relier la ville à la mer. Il ne faut pas simplement aménager la mer. Si on ne relie pas la ville à la mer, on ne sait pas descendre à la mer. Je n'ai pas envie de prendre une voiture pour descendre, me balader sur les sablettes. Il manque un pont qui fait 1 kilomètre. Il y a des passerelles maintenant. Il n'y a pas. Trop petite, il faut faire 5 km pour trouver un passage. Personne ne monte pour redescendre s'il n'y a pas un parcours qui vous laisse penser que vous êtes encore en ville. À Barcelone, c'est possible. Aujourd'hui, on passe sur le rail et sur la route sans imaginer qu'on est en train de penser sur le train, etc. Bon, c'est des sujets très particuliers. Donc, sur le plan stratégique, le premier volet, c'est celui-là. Le second volet, c'est le macro qui a été réglé. Alors, on a peu de mémoire. On oublie qu'il y a encore 7-8 ans, on avait de l'eau une fois tous les 3 jours sur Alger. Qu'on avait des délestages, des coupures d'électricité, le métro, on l'attend depuis 30 ans, etc. Alors évidemment, il arrive peut-être à la bonne période où c'est lui qui fait l'histoire. On ne sait pas si c'est les Beatles qui ont fait les années 60 ou si c'est les années 60 qui ont permis aux Beatles d'exister, je ne sais pas trop. Mais là-dedans, on va régler tous les problèmes macro. C'est-à-dire qu'on va connecter les 2 autoroutes, on va lancer le tramway, on va lancer le métro. On va régler les problèmes d'adduction d'eau. Donc, beaucoup de choses qui sont imperceptibles à l'échelle du citoyen, en bas, probablement aussi parce qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Et c'est dommage qu'on ne communique pas pour une fois qu'on fait des bonnes choses. Bon. Donc, le macro est réglé. Je pense que le défaut du plan de Haddou, c'est de ne pas être descendu aux collectivités locales et que les maires ne soient pas... Alors, ensuite, pour rappel quand même, 1 ou 2 idées qui ont fait que Halim Faidi fait partie des architectes qui ont été, on va dire, bienveillants vis-à-vis de ce plan. Pourquoi c'est quand même quelque chose d'important? Parce qu'il renoue avec des années... Ce sont 2 ou 3 idées qui font qu'il faut croire en ce plan. C'est lesquels? D'abord, c'est un instrument. Quel que soit le contenu de ce plan, nous avons aujourd'hui besoin d'instruments macro parce que, je vous ai dit, ce qui se passe, c'est que le lien transversal entre les secteurs n'existe pas. Le gars des travaux publics ne discute pas avec le gars de l'environnement, qui ne discute pas avec le gars de la culture. Chacun est en train de... C'est un peu Al-Qaïda. Oui. Chacun est en train de faire son business. Mais encore. Est-ce que, à part cet aspect-là, effectivement, ça nous ramène un peu au Comédor avec la vision globale stratégique, tout ça. En dehors de cela, qu'est-ce qui ferait que, par exemple, moi, je suis sensible au fait que les berges de Oued el-Harrach, on puisse les utiliser à partir de l'amont jusqu'à l'embouchure. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une idée nouvelle, par exemple l'extension de la ville vers l'est, le déplacement du centre ou pas vers l'est? Qu'est-ce qui ferait que ce plan peut être opérant? Alors, ce plan, encore une fois, est un plan. Ce n'est pas un projet. Au sens, un projet, une vision partagée. C'est-à-dire que personne ne peut aujourd'hui me projeter réellement Alger en 2035. Vous savez, j'ai assisté à la présentation. Alors, selon ce plan-là, est-ce que la partie Hamma, qui devait être le futur centre-ville du temps de Chadli Ben Jdid, est-ce que cette partie-là est-ce qu'on pourra y implanter du logement social, exemple? Voilà. Est-ce qu'il est prévu dans ce plan que cette partie de la ville occupe une fonction stratégique de centre-ville de demain? Il est prévu des logements dits publics. Moi, j'aime pas ce mot logement social. Mais il est prévu des logements publics qui très très rapidement vont devoir se transformer en partenariat public-privé. Parce que moi j'appelle encore à ce que l'État revienne, et ils vont y revenir parce qu'il n'y a plus de...
Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus les moyens. Il n'y a plus d'argent, mais attention, il y a des prêts. Moi, je dis, j'ai très très peur des prêts. J'ai pas envie de m'endetter. J'ai pas envie d'endetter mon pays, parce que ceux qui nous prêtent de l'argent aujourd'hui, ils ont une excellente mémoire et ils n'oublieront pas. Et on n'a pas envie d'avoir non plus un fil à la patte. Mais ce sont des décisions qui sont prises à une échelle politique que je ne peux pas contester, parce que je ne fais pas de politique. Même si je sais que l'urbanisme, si on en faisait, serait un instrument politique. C'est peut-être pour ça qu'on ne nous laisse pas trop toucher à l'urbanisme, parce que on peut bricoler un petit peu le projet de société quand on fait de l'urbanisme science transversale. Ensuite, je reviens quand même à la question du plan stratégique d'Alger. Ensuite, vous avez un Wali qui part dans des conditions que nous ne savons pas. Mais vraisemblablement, il n'y a pas eu suffisamment de passation du projet qu'il avait dans la tête et puis qu'il gérait avec quelques conseillers. Il avait un excellent conseiller à côté de lui, qui était Amin Ben Issa. Je veux dire par là que quand le ministre des Travaux publics décidait de faire 500 trémies dans Alger, il y avait un type à la wilaya qui lui disait « tu poses une trémie là, une trémie là, une trémie là » et ça s'arrête là. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui pensait la ville et qui ne pensait pas en secteur, qui pensait vraiment en transversal. Je dis la faiblesse, c'est de ne pas être passé. Ensuite, vous avez un nouveau Ali qui arrive dans une conjoncture différente. Moi, j'essaie vraiment d'analyser les choses comme ça. Il arrive dans une conjonction différente. La greffe ne se fait pas systématiquement parce qu'on a perdu de la mémoire. Ben Issa est parti avec Haddou. Et c'est très souvent ça, hein. Les secteurs souffrent d'un manque de continuité. Donc manque de continuité, manque de transversalité, manque de verticalité. Qu'est-ce qui vous fait dire l'appareil qu'il faut bouger. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un manque de continuité aujourd'hui? Un exemple concret. Qu'est-ce qui vous fait dire que dans la démarche aujourd'hui du nouveau Wali, il y a un manque de continuité par rapport Pour aller vite, j'ai été consultant pendant 1 an à la wilaya d'Alger. Et donc j'ai vu comment sont gérés les instruments. Et on va dire que c'est pas le même style. C'est pas le même style. La connexion s'est faite sur certaines choses qui sont très simples, on va dire, mais sur les choses qui sont un peu plus macro et un peu plus stratégiques, je crois pas qu'il y a le niveau de lecture de l'instrument, des instruments qui sont y compris en cours de préparation. On peut parler du plan directeur d'Alger qui souffre encore une fois de problèmes qui sont parfois liés à des intérêts qui n'ont plus rien à voir avec l'intérêt public, hein. Quand on conscrit des terres agricoles à l'intérieur d'un territoire à urbaniser et qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont acheté des terres agricoles dans un but très spéculatif, je comprends, moi, que le PDO soit bloqué aujourd'hui et qu'on dise ça suffit. On ne peut pas acheter de la terre à 1000 dinars et puis attendre qu'elle rentre dans un périmètre urbanisable et on la revend à 200 000 dinars, c'est indécent. Ça devient indécent. Donc, j'ai envie de dire, ça ne suffit pas d'injecter de l'argent, ça ne suffit pas d'avoir les bons instruments, ça ne suffit pas d'avoir les bons opérateurs externes s'il y a lieu. Il y a quelque chose à l'intérieur de l'appareil, il y a un logiciel à changer. On peut garder les mêmes opérateurs, on peut garder les mêmes procédures. Il faut bouger les lignes. On est sur Radio M, on est sur une radio privée, on n'utilise pas, on dit les choses telles qu'elles sont. Oui. Le Wali Haddou, moi, par exemple, je trouvais qu'il était un peu trop autoritaire. Oui. Je lui ai fait le grief dans mes écrits sur ce volet-là. Avait quand même la qualité, par ailleurs, d'assumer pleinement son rôle de Wali et d'habiter sa fonction. Et donc, il a pensé Alger en résistant aux injonctions du politique, qui sont des injonctions qui désorganisent l'institutionnel, l'espace urbain, la projection, etc. Et il avait le soutien politique, il a eu cette possibilité de le faire. Oui. Le soutien politique, il l'a eu pendant un certain temps. La preuve, c'est qu'il n'est plus là. Oui. Bien. Aujourd'hui, nous sommes retombés, visiblement, de ce que j'ai compris de tes propos depuis tout à l'heure, nous sommes retombés dans la situation d'avant, c'est-à-dire dans un Wali qui n'a pas cette capacité de résister à ces injonctions et qui va détricoter une organisation de l'espace algérois tel qu'il est projeté pour 2035. Non, je crois qu'il mène un autre volet du combat. Il n'est pas suffisamment entouré, le Wali. Il mène un autre volet. Il est en train de mener un volet qui est d'abord l'éradication des bidonvilles que Haddou n'avait pas réussi à faire. Haddou a travaillé sur le micro. Lui, maintenant, il est en train de travailler sur ça. Il est en train de travailler peu ou prou sur, on va dire, l'embellissement et la réhabilitation. Et là, il y a les mauvaises structures là-dedans. Et je ne crois pas que c'est du tout que c'est sur la même échelle. Moi, j'espère que le Wali actuel va redescendre sur la collectivité locale parce que c'est elle qui fait la ville. C'est les gens qui font la ville.
Après, vous avez d'autres blocages à une échelle beaucoup plus macro. La libération des terres agricoles, c'est quelque chose qui est un principe sacro-saint. Si vous voulez, en très haut lieu, on dit non, on ne spolie pas. Alors, c'est bête. Il faut les libérer pour faire la ville. Il faut les libérer pour faire la ville. La loi dit quoi? Il y a encore des parcelles de terres agricoles à l'intérieur de... Mais bien sûr, il y en a beaucoup. Et il faut en profiter pour faire des agriparcs, pour faire... Bien sûr. Alors, je vais vous donner un exemple. On a posé des équipements structurants dans Alger, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a des équipements structurants dans les terres agricoles. Je vais prendre l'Opéra d'Alger, par exemple. Oui, c'est quand même terrible qu'on l'ait posé à Oulad Fayette, dans une terre à haut rendement agricole. Il est sur Boucher, oui. D'accord. Il est sur l'ancien domaine Bourgeois. Ben voilà. Alors, l'Opéra d'Alger, d'abord, on nous dit c'est un don chinois. Donc déjà, on nous a même pas laissé dessiner notre opéra. Ça aurait pu être un don, tu me fais un chèque, je le dessine, tu le construis, c'est pas un problème. Tu peux le construire vite, etc. Pour les questions d'urgence. Mais on aurait pu quand même faire quelque chose qui nous ressemble, j'allais dire. Ensuite, autour de ça, on peut pas continuer à faire des maraîchers, on peut pas continuer à faire le batata, le felfel, etc., etc. Parce qu'on amène du monde assez prestigieux quand on fait un opéra. Qu'est-ce qui va se passer autour ? Il n'y a pas de projet qui a été dessiné autour de l'Opéra d'Alger qui est un équipement structurant. Ça veut dire qu'à lui tout seul, il permet de créer, de fonder des territoires. On a dessiné quelque chose, on a dessiné des choses. J'ai embarqué mon ami l'Albi Marhoum à la demande du Wali d'Alger pour dessiner ces nouveaux quartiers qui sont des quartiers un peu complexes. Mais complexe ne veut pas dire compliqué. Le mot complexe, très très difficile avec l'administration parce qu'ils sont encore formatés sur un ancien modèle. De bonne foi, parfois. Bon. On est sur une radio privée, mais je le dis vraiment, et c'est ma bonne foi à moi. Et c'est en ça qu'ils sont dangereux. C'est parce qu'ils sont de bonne foi. Parce qu'à chaque fois, ils vont dire « mais moi, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire ». Il y a un problème dans l'appareil. Vous avez le deuxième cas, c'est le cas du stade de Berraqi, qu'on attend déjà depuis 10 ans, 15 ans, etc. On ne comprend pas pourquoi, etc. Mais il est implanté encore sur une terre agricole. Et à Berraqi, vous avez le stade de Douera, 40 000 places. 40 000 places sur un terrain, lui, voilà. Alors, quand vous avez 40 000 gamins qui arrivent, qui sont peut-être même peu, des fois, shootés aux médicaments, etc., et que vous les avez une fois, 2 fois par semaine qui arrivent sur un territoire comme ça, comment vous allez les dépasser? Quelle chance vous avez de structurer des territoires si vous n'avez pas des projets? Des grands équipements comme ça, il y avait moyen de les installer autre part que sur des terres agricoles? Même si vous les installez sur des terres agricoles, vous ne pouvez pas les installer ex nihilo et les jeter et les poser. Vous dessinez quelque chose autour qui fait en sorte que et aujourd'hui c'est possible, c'est la démonstration que nous avons faite avec Marhoum, c'est que si le privé devient le constructeur, le promoteur, et que l'État réalise un partenariat, vous savez, Alger c'est fabriqué comme ça. Pour construire l'Opéra d'Alger, l'actuel TNA, on a amené 4 ou 5 promoteurs maltais, on les a installés sur la rue du Mont-d'Urville, et on leur a dit, je te donne le terrain pour un franc symbolique à l'époque, mais tu me finances un bout du tramway et un bout de l'opéra. Donc les partenariats publics-privés sont de plus en plus souhaités aujourd'hui. Et c'est en ça qu'on essaye de convaincre aujourd'hui les autorités à travers des projets réels. Pas du tout à travers du verbe ou de la supposition. Halim Faïdi, on arrive. Alors, le territoire du partenariat public-privé, est-ce que finalement ce ne serait pas le maillon manquant de ce qu'a essayé de faire le Wali Addou, la réhabilitation de la Casbah? Alors, la Casbah, c'est un véritable sujet. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas développer la capitale si vous ne développez pas son centre historique. Ça, c'est une constante. Personne n'a fait l'économie de ça. Ni Paris avec son marais pour faire le Grand Paris, ni Beyrouth, ni... Personne. Personne n'a fait l'économie de développer. Barcelone, si vous alliez il y a 30 ans à Barcelone, vous rentriez dans Barcelone-État, c'était un coupe-gorge. Aujourd'hui, il y a le musée Picasso à l'intérieur et c'est bourré de touristes, etc. Donc, on ne peut pas faire de plan stratégique d'Alger, ni 2035, ni 2050, ni 4000, si on ne règle pas le problème du cœur d'Alger. La Casbah pose un autre problème. La Casbah est à l'Algérie ce que la gelée royale est au miel. C'est-à-dire qu'elle concentre toutes les cultures du pays en un seul endroit. Là, il n'y a pas d'Algérois réellement. Je vais choquer peut-être quelques personnes, mais voilà, un Algérois, c'est quelqu'un qui vient de Jijel, qui vient d'Asfoun, qui vient de Biskra, qui vient de Ravdaya, qui vient de machin. Et donc, on est véritablement dans la définition de l'identité d'Alger. Sur la Casbah d'Alger, vous avez 65 000 habitants, donc surdense, elle pourrait emporter 25 000 à 30 000 au grand maximum. Il faut rentrer du privé là-dedans. Comment rentrer du privé là-dedans? D'abord, il faut la vider. Il faut être radical.
Il faut vider la Casbah des 2/3 de sa population et garder 1/3. Il y a des critères pour les garder. Ensuite, il faut les reloger dans des conditions telles qu'ils ne soient pas tentés de revenir. Parce que quand vous prenez une personne, vous l'installez ou vous la relogez à Sidi Moussa et une autre à Kharaïsia et puis une autre dans la wilaya de Tipaza, vous cassez un tissu social. Si vous gardez ce tissu social, vous le scannez et que vous le transportez et que vous le reposez dans un modèle qui peut l'accepter dans ces systèmes de voisinage, dans ces système de relations sociales, à ce moment-là, les gens ne sont pas tentés de revenir parce qu'ils gardent leur tissu social. Et puis peut-être qu'ils seront ceux qui vont travailler demain dans une Casbah rénovée. Une fois qu'on a vidé les gens, il faut les emmener juste à Ain Bédiane, et puis prendre 100 hectares, faire une opération de 8000 appartements, ça fait 40 000 personnes, 5 personnes par appartement. Donc c'est une opération qui, mécaniquement, elle est relativement facile. Vous gardez 20 000, vous rajoutez 10 000 nouveaux dessus, mais vous posez un véritable master plan sur la Casbah d'Alger et vous la mettez sur le marché. Et moi, j'ai envie d'aller acheter Zouj Doueret et puis d'en faire un atelier d'architecte. Et le dentiste va venir à côté et peut-être que Hussein va acheter une maison, on va faire une maison d'hôte. Et voilà, c'est ça. L'histoire, elle est là. Donc, c'est un territoire à 90% qui est privé, il ne peut que redevenir privé. Ce n'est pas un musée à faire. Le plan de sauvegarde permanent, pourquoi il ne prévoit pas ça ? Alors, le plan de sauvegarde permet quelque chose sur la Casbah d'Alger, mais à l'époque, Khalid Atoumi, ministre de la Culture à l'époque, avait mis une espèce de barbelé sur la Casbah d'Alger, en fait, sur 200 mètres autour, en disant c'est mon territoire sauvegardé, etc. Et elle a tué toute possibilité de développement de la ville d'Alger. En dehors de ce que, je sais qu'aujourd'hui, il y a moins de cinéma qu'il y en avait avant, il y a moins de théâtre, il n'y a pas de conservatoire, il n'y a pas de piscine de proximité, etc., etc. Donc tous ces objets qui sont des objets de la culture, non seulement n'ont pas été dopés, mais on a tué toute possibilité de développement. Donc le talon d'Achille du plan stratégique, c'est véritablement la Casbah. C'est pas le fait qu'il y ait un changement de style. Le changement de style, aujourd'hui, il est obligatoire. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord dans ce qui est en train de se faire à la wilaya d'Alger, mais elles sont en train de se faire. Donc, moi, j'ai envie de faire avancer l'Algérie d'1 ou 2 mètres, c'est tout. Peut-être que je suis dans l'erreur sur des sujets micro parce que c'est un peu compliqué, mais sur le macro, je suis sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. En matière de réhabilitation, il y a un autre projet qui est en cours, sur lequel vous avez une opinion, apparemment, c'est la réhabilitation du vieux bâti, en dehors, disons, de la Casbah. Comment est-ce que vous appréciez l'opération qui est en cours aujourd'hui ? Alors, d'abord, j'aime pas beaucoup le mot vieux bâti. Bâti ancien, c'est un peu plus sympa. C'est un peu plus sympa, bâti ancien, pour respecter un peu les anciens. Alors, encore une fois, il y a un problème culturel lourd. Tout ce qui est l'architecture de la période coloniale, beaucoup considèrent que c'est ta France. Alors que, je veux dire, on est vraiment urbain latin. On est vraiment urbain latin. Moi, je me sens bien au Sacré-Cœur. Et puis, j'ai pas honte de dire qu'une partie de ma culture aussi, elle est puisée dans la dernière colonisation. Il y en a eu pendant 3000 ans. Donc, je suis un peu de tout. Et si je reconnais ça, je peux donner de la valeur au bâti ancien. Si je ne reconnais pas ça, je vais le rejeter. Je vais le rejeter déjà dans mon inconscient. Ensuite, la question, elle est encore une fois très mal prise. Elle a commencé à être très mal prise dans le plan d'Haddou. Dès qu'on commence à descendre un peu dans l'échelle domestique, vers le trottoir, on se rend compte qu'on n'a pas mis les instruments qu'il fallait. D'abord, un jour, l'actuel Wali d'Alger a posé une question à son exécutif et il a dit « Pourquoi ça marche à Barcelone ? Pourquoi ça marche à Marseille ? Et pourquoi ça ne marche pas à Alger ?» C'est vraiment, il l'a dit dans le sens d'essayer de chauffer ses troupes et de leur dire « Rero Yanes ». Et moi, j'avais cette réponse en moi que je n'osais pas dire en public. Et je dis parce qu'à Marseille et à Barcelone, on étudie tout. On étudie le trottoir, le bateau, parce qu'on s'intéresse à la vieille dame qui va monter là-dedans, la personne à mobilité réduite. On s'intéresse véritablement à tout le monde. On met l'homme au centre du dispositif. Et pour mettre l'homme au centre du dispositif, l'homme étant un être complexe, il faut étudier en amont. Par exemple, la question des trottoirs d'Alger, il faut étudier un véritable plan de trottoir. Il faut lancer presque, alors, mettre l'homme, aller vers la mer, construire un pont vers la mer, etc. Est-ce que la Casbah, on ne peut pas réussir le plan de développement stratégique d'Alger sans travailler sur la Casbah, etc. Est-ce que ça n'impose pas aujourd'hui de récupérer pas seulement des instruments, mais des lieux ? Moi, je pense notamment à l'amirauté d'Alger, qui fait partie historiquement de la Casbah. Est-ce qu'il ne faut pas avoir aujourd'hui, au niveau politique, le courage de dire si on veut reconstruire la ville, il faut rétablir ce que le colonialisme a cassé, le lien entre la Casbah et la mer. Ça passe par une continuité jusqu'au port
l'amirauté qui devrait être restituée aux citoyens. Oui, mais pour en faire quoi? C'est la vraie question, c'est ça. Je veux bien. C'est comme les bidonvilles. C'est parfait. L'ancien gouverneur d'Alger, il voulait faire quoi, l'ancien gouverneur d'Alger Alors chacun... Monsieur Rahmani. Le problème, c'est ça. C'est que chacun y va de sa fantaisie. Rahmani voulait, dans les voûtes, faire le musée de l'automobile. Bon, je sais pas quelle voiture on construit, mais aujourd'hui, à la wilaya d'Alger, on parle d'un grand centre commercial dans les voûtes. Moi, je vais aller au-delà des voûtes. Je veux aller vraiment. Moi, ça engage que moi. Oui. Moi, je veux que la direction de l'armée, même la maritime, militaire, n'a pas besoin de l'amirauté. Qu'elle aille ailleurs, qu'elle se fasse Tamenfoust ou ailleurs. Mais pour protéger Alger, on n'a pas besoin d'occuper la jetée Khirdin et ce qu'il y a de plus symboliquement fort et ce qui est de plus attractif sur le plan du tourisme. Quand on fait la visite de la Casbah, si on peut aller les pieds dans l'eau à 500 mètres plus bas, ça change la vie. Bien sûr. Enfin. Je ne crois pas que l'armée est là-bas pour protéger Alger. Ce n'est pas du tout ça, le critère. Mais ils sont là pour... Peut-être que le fait qu'ils soient là, le patrimoine est protégé. Parce que la question de savoir qu'est-ce qu'on met dedans, on chasse une idée avec une autre idée. S'il n'y a pas d'autre idée en face qu'on partage, je préfère que les choses restent en statu quo. D'accord Et c'est quoi l'autre idée L'autre idée... Ouvrir cet espace au tourisme. Bien sûr qu'il faut ouvrir. C'est un espace qui fait partie. D'abord, il fait partie du territoire de sauvegarde de la Casbah d'Alger. Mais tant qu'il n'y a pas de véritable projet transversal, cette question de l'amirauté, elle est réellement le lien entre le plan stratégique d'Alger et le plan permanent de sauvegarde de la Casbah. D'abord, j'aime pas ce mot plan permanent parce qu'il n'y a pas de projet Casbah aujourd'hui. Personne n'est capable de me dire dans 20 ans que sera la Casbah. Combien il y aura de chambres d'hôtes, combien il y aura de cybercafés, combien d'écoles, est-ce qu'il y aura des cinémas, combien d'artisans, etc. Personne n'a de projet. On travaille avec des plans. Sur Alger, la réhabilitation d'Alger, c'est pareil. On réhabilite au kilomètre de façade. Alors qu'on sait très bien que les immeubles qui sont à côté de l'ancien opéra d'Alger, ce sont les premiers, ils ont une technologie très particulière, on est au tout début de la révolution industrielle, et quand on arrive à Bellecour, on est sur une autre technologie, et donc les process ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'instrument aujourd'hui suffisamment puissant pour gérer la réhabilitation, ni de la Casbah d'Alger. Qui s'en occupe à Alger? Qui c'est qui s'occupe de la réhabilitation? C'est une direction qui s'appelle la DARC, Direction de l'aménagement et de la restructuration des quartiers. Elle a des moyens? Elle n'a pas de moyens, la DARC. D'abord, c'est une espèce de direction un peu étrange qui avait été créée par l'ancien gouverneur Cherif Rahmani, qui n'a pas de double tutelle. C'est une des rares directions qui n'a pas de double tutelle. Donc c'est devenu un petit peu le fourre-tout de la wilaya. C'est devenu l'agence par laquelle, quand il y a quelque chose à faire, on appelle la DARC, parce qu'on n'est pas obligé d'aller chercher la procédure pour avoir l'avis de la centrale, etc. Il y a des moyens financiers, mais il n'y a pas de moyens. Les moyens financiers existent, oui. On a un petit problème de méthode. On a un petit problème. C'est comme si, dans cette espèce d'urgence, on ne croit plus à l'expertise, on ne croit plus à la science. Et plus on en parle et plus on nous dit aïe aïe aïe, vous êtes en train d'aller contre le vent et contre la machine. Au contraire, on est en train d'essayer de retourner le vent pour aller de l'avant. Mais c'est très difficile. Alors, ceux qui nous ont mis dans le pétrin, ils n'ont pas les moyens de nous en sortir. Aïe, ça c'est une phrase, paraît-il, du président de la République qui aurait dit ceux qui n'ont pas su gérer les excédents financiers ne sauront pas gérer la rareté. Bon, il paraîtrait qu'il aurait dit ça en Conseil des ministres. Une dernière fois où s'il a dit ça, je suis en accord avec lui. Oui, il paraîtrait. Alors, on va inaugurer avec Halim Faidi une nouvelle rubrique, c'est celle de donner la parole à nos amis des réseaux sociaux qui ont réagi à l'annonce de cette émission. Il y a beaucoup de questions. Omar Dergueni, Kamal Mellal, Mohamed Cherif Taleb, mais on va retenir, parce qu'on n'a plus le temps, la question de M. Khawter Khirdin, j'espère ne pas me tromper, ce serait plutôt madame ou mademoiselle Khawter. Pourquoi le Conseil national des architectes ne s'est jamais impliqué dans la politique du logement social et de la planification urbaine? On va surtout retenir la planification urbaine parce qu'on a longuement parlé du... Pourquoi le Conseil national des architectes ne s'est jamais impliqué? Parce que l'architecture est un métier sinistré. On produit 10 fois trop d'architectes par rapport à nos voisins pour les mêmes besoins de développement. Et puis parce que, en fait, il s'est un peu impliqué, mais c'est toujours cette histoire de contamination positive ou négative. Les dernières années, le Conseil de l'Ordre s'est attaché à distribuer des petits programmes de logement public à des architectes qui débutent. Et c'est comme ça qu'on a absorbé un certain nombre
une certaine partie de la commande. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus d'argent, vous avez les 3/4 des architectes qui sont au chômage. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui se sont concentrés sur les marchés privés et les marchés de qualité. Mais l'urbanisme n'est pas une question fondamentale. À l'ordre des architectes aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un conseil juridique, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de séminaire qui est ni sur l'exercice de la profession, ni sur la profession elle-même. Nous sommes dans une profession sinistrée. Il y a trop d'architectes et donc ça tue complètement l'architecture. On ne sait pas, un architecte voit un autre architecte, alors que c'est un métier de signature, c'est un métier de réflexion, c'est un métier... Donc voilà, la réponse, il ne peut pas s'impliquer parce qu'il n'arrive même pas à se structurer lui-même. Il y a un président du Conseil national qui vient d'être déposé parce que voilà, il y a des histoires... Halim Faidi, le think tank Nebni revient ce mois d'avril en première ligne avec un grand événement sur l'Algérie rêvée, sur lequel il avait déjà organisé des ateliers. On finit sur cette note de rêve. Alger rêvée de 2035, de 2040. Capitale olympique, une ville où on peut aller se baigner à pied. Alors, la capitale olympique, nous, c'était dans notre projet pour le projet d'aménagement de la baie d'Alger. On a dit qu'il faut un événement qui puisse fédérer les gens et créer cette courroie de transmission qui va d'abord prendre l'engrenage du bas, celui de l'exécutif, et remonter sur l'engrenage du haut, qui est l'engrenage, qui est la décision stratégique et politique. On a besoin d'événements comme ceci. Ce qu'on a raté, pour revenir à la toute première question, nous avons raté Alger, capitale culturelle arabe. Nous avons raté le PANAF, nous avons raté Tlemcen, et nous sommes en train de rater Constantine. Ces 4 événements auraient pu être des leviers formidables, parce que ce type d'événement, c'est un engagement de l'État à l'international qui fait que ceux qui d'habitude ne peuvent même pas s'asseoir à la même table sont obligés de trouver des solutions. Donc ce sont des accélérateurs de développement. Nous l'avons raté parce que nous n'avons pas considéré ces événements-là comme des éléments stratégiques de développement. J'espère que les Jeux méditerranéens à Oran, qui est en train de se développer aussi à sa manière, chaque ville va avoir sa logique. J'espère que c'est quelque chose qui va nous permettre de tirer les leçons de ce que nous n'avons pas réussi à fabriquer parce qu'on était dans une espèce de logique de l'éphémère et de l'urgence, etc. Rentre beaucoup de choses là-dedans. Les phénomènes de corruption, les phénomènes politiques rentrent aussi là-dedans un peu. Mais il est encore temps de se doter d'un grand dessin de ce type pour Alger. Nous avons besoin pour Alger, pour Oran, pour Constantine, comme ça, quelques villes témoins comme ça qui peuvent ensuite faire je dis toujours cette contamination positive. Nous avons besoin surtout de revenir à la source de la définition des marchés, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Si on revient au ministère des Finances et puis qu'on redéfinit des critères de qualité, je vais vous dire une chose, il y a c'est vraiment parce que je l'observe un petit peu de l'extérieur, il y a un ministère qui est sur la bonne voie. Je sais que ce n'est pas d'actualité, et puis dans votre radio privée, ça va paraître un petit peu électrique. C'est toute la politique des 48... Non, les 48 zones industrielles, qui sont en train d'être installées sur des terres agricoles à faible rendement et qui sont en train de partir avec une espèce réelle régulation de l'État. Le secteur central va réguler sur ces 48 zones et ne pas se mêler de ce que va construire l'un ou l'autre. Il faut faire la même chose pour la ville. Il faut faire absolument la même chose pour la ville, recréer des péréquations dans lesquelles le privé va venir. Par exemple, le logement dit social, on va dire, ou le logement public peut être pris en charge par le public dans une péréquation. Le transport en commun, l'agriculture urbaine, c'est un véritable sujet. Aujourd'hui, je ne comprends pas que le ministère de l'Agriculture ne donne pas les terrains autour de l'Opéra, autour du stade de Barraqi, qui ne donne pas les terres agricoles, simplement parce qu'il n'y a pas de projet qui est présenté en face. Si on présentait un projet au ministre ou au secteur de l'agriculture en disant ces terrains qui étaient à moyenne valeur, si on fait un agri-parc, eh bien, elles vont tout de suite prendre une valeur extraordinaire, eh bien, peut-être qu'il va comprendre qu'il faut rentrer un petit peu d'urbain dans les terres agricoles pour permettre à ces terres agricoles enfermées dans un périmètre qui est un périmètre urbain de devenir des lieux de visite, des lieux de loisirs et puis des lieux de consommation pour des populations urbaines et qu'on ne soit pas obligé d'aller dans les campagnes pour ça. Donc, et puis voilà, après il y a des questions
Vraiment, je voulais aborder une dernière question. On aura quoi? On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. On aura fini quand même. On restera quand même sur ce projet des événements fédérateurs qui permettent... Les événements fédérateurs, extrêmement importants, levier, mais surtout participation du plus grand nombre. D'abord à la définition de notre environnement, ensuite à la fabrication de notre environnement. Que l'État se dégage un petit peu de la construction et de la production et qu'il recouvre son rôle de régulateur, et puis il n'y a pas d'animosité, on n'est pas ennemi, l'État, le privé, le public, etc. Bon, le public, il faut qu'il reprenne son rôle d'ingénierie et de régulation, et puis nous, on est là pour faire avancer chacun l'Algérie d'un mètre. J'ai confiance. Halim Faydi, merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct ce matin.